Premier ministre a lancé aujourd'hui les travaux d'aménagement du village technologique de Grand Bassam. Ces travaux vont durer environ un mois. Le Père Noël est descendu aujourd'hui au palais présidentiel pour visiter 3000 enfants. Tous ont reçu des présents grâce à la fondation Children of Africa. La Côte d'Ivoire vient de signer 4 accords de prêt d'une valeur de 453 milliards de francs CFA avec des partenaires financiers. La signature a eu lieu cette semaine avec la ministre chargée de l'économie et des finances. Au Nigeria, l'on est toujours sans nouvelles des lycéennes enlevées par le groupe terroriste Boko Haram. Elles ont été kidnappées le 14 avril dernier. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. À suivre également dans cette édition la page culture. Notre invitée est Yvonne Tillet, appelée encore La Tillette. Professeure d'espagnol, elle est aussi écrivaine et conteuse ivoirienne. Yvonne Tillet est l'auteur de contes et légendes dans Don Neubeu le gourmand. Ce recueil plonge le lecteur dans la tradition dans contes et légendes. Nous en parlerons avec notre invité dans quelques instants. Avant la page culture, parlons de la fête de Noël et bien sûr la fête s'annonce dans quelques jours, moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux. La première dame de Côte d'Ivoire, présidente de la fondation Children of Africa, sacrifie à la tradition. Le Père Noël est donc descendu aujourd'hui au palais présidentiel pour visiter 3000 enfants. Tous ont reçu des présents, comme nous l'explique notre reporter Viviane Aimé. Le traditionnel arbre de Noël de la fondation Children of Africa au palais présidentiel. Comme chaque année, avec son décor de Noël, ses marionnettes, ses odeurs de chocolat, de gâteaux et diverses sucreries, ces prestations d'artistes que les enfants ont rarement l'occasion de voir de près. Safarel, Claire Bailly, Serge Beno pour l'édition de cette année. Et comme lors des précédentes fois, des milliers d'enfants invités par la fondation Children of Africa et sa présidente, la première dame Dominique Ouattara, heureuse de passer cet après-midi avec ses petits invités. Au nom de tous ses petits camarades de ce samedi après-midi, la petite Kassoum Feissatou, venue de la région du Sud Komoué, a dit merci, maman Dominique Ouattara. Maman Dominique, ce samedi 20 décembre 2014 restera aggravé à jamais dans nos esprits. Maman Dominique, merci. Que le Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, ainsi que Papa Alassane Ouattara. Joyeux Noël à tous. Ce sont 3000 enfants pour cet arbre de Noël, mais pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance, des arbres de Noël éclatés vont être organisés, a promis la première dame Dominique Ouattara. C'est un grand moment de retrouvailles où les enfants de tous horizons, de toutes les classes sociales et de toutes les conditions se retrouvent pour vivre ensemble la magie de Noël. Vous êtes 3000 enfants au total aujourd'hui, mes enfants, à avoir eu la chance d'être ici, à profiter de toutes les merveilleuses activités que nous vous avons préparées. Pour mes chers tout-petits, qui n'ont pas pu être présents parmi nous et pour tous ceux de l'intérieur du pays, nous avons préparé comme chaque année des arbres de Noël éclatés. Cette année, 10 000 enfants de toutes les régions de Côte d'Ivoire pourront en bénéficier. Permettre aux enfants bâtisseurs de la Côte d'Ivoire de demain de se familiariser avec les institutions qui dirigent notre pays, a dit la première dame. À cet effet, comme lors de toutes les précédentes éditions, le président de la République était aussi de la fête, à la grande joie des enfants et de leurs parents. Le Père Noël, héros de ce jour, s'est annoncé dans le ciel du palais, arrivé à bord d'un hélicoptère. Et comme chaque fois, ce fut la même magie qui s'est opérée. Les enfants toujours impressionnés de voir Papa Noël. La distribution des cadeaux pouvait commencer, tout d'abord par une remise symbolique de cadeaux à des enfants par la première dame et le président de la République, suivie par une distribution générale des cadeaux. Chaque enfant a eu la joie de recevoir un cadeau.
C'est par un cocktail offert aux enfants et à leurs parents par le couple présidentiel que la fête a pris fin. Voilà, c'était la magie de Noël au palais présidentiel avec notre reporter Viviane Aïmen. Dans les foyers également, on s'active pour la fête de Noël. Quel cadeau offrir à son enfant? Le choix est souvent difficile. Les parents se posent souvent la question, quel jouet offrir? Un vélo, une voiture ou une poupée? Élément de réponse avec nos reporters. Les fêtes de fin d'année, une occasion pour les parents de faire plaisir à leurs enfants en leur offrant des cadeaux. Mais certains cadeaux peuvent avoir une influence négative. Les pistolets et autres, tout ce qui s'approche à l'agressivité, sont des dangers pour les enfants. Moi particulièrement, je préfère les jeux électroniques, comme les mini-ordinateurs en jeu. Les concernés, c'est-à-dire les enfants, ne cachent pas leurs préférences. Et quel cadeau tu veux qu'on va te payer? Poupée. Et un vélo. Certains jouets sont parfois dangereux pour la santé des tout-petits. Nous avons des cadeaux vraiment qui sont très nocifs pour la santé des enfants. Les objets que les industriels utilisent pour fabriquer les jouets peuvent être des matériaux qui peuvent être nocifs pour l'enfant. Pour le docteur Aguebi, les jouets sont importants pour les enfants, pourvu qu'ils puissent aider à leur éducation et à leur instruction. Au-delà de ces aspects matériaux utilisés pour fabriquer les jouets demeurent un outil indispensable pour le développement de l'enfant. Il y a les jouets pour développer les fonctions, l'attention, l'intelligence, la mémoire, la psychomotricité. À quelques jours de la fête de Noël, les parents ont certainement une idée du cadeau à offrir à leurs enfants. Il s'agit maintenant d'être vigilants. Reportage réalisé par Issa Yeo et Serge Koléa. Direction à présent Grand Bassam, où le Premier ministre a lancé aujourd'hui les travaux d'aménagement du village technologique. Ces travaux vont durer environ 1 mois et ils devraient donner un coup de fouet à la zone franche afin d'attirer de nombreux investisseurs. Le reportage d'Alexis Ruidraogo. Faire à l'échelle africaine de la ville de Grand Bassam une Smart City pour 2020, en d'autres termes, une ville intelligente temple du numérique, c'est la vision du gouvernement ivoirien qui relance ces dernières années le VITIB, village technologique. Cette ville concentrera tout ce qui se fera de mieux dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire, faisant de Grand Bassam la Silicon Valley de notre pays, voire même de la sous-région. Ce vendredi, c'est le chef du gouvernement qui en a donné les premiers coups de pioche. Les travaux concernent près de 180 hectares. Il fallait comprendre quelles étaient les attentes de nos partenaires en ce qui concerne ce projet. Bien analyser tout cela, mettre en place une stratégie, les acculer. Vraiment, en tout cas, je remercie beaucoup la BOAD et la BIDC et l'Exim Bank de l'Inde. Longtemps tombé dans une certaine léthargie, le VITIB reprend des couleurs avec un profit signalé en 2013 de plus de 363 millions de francs CFA. Les TIC représentent 7% du produit intérieur brut. Et le ministre a eu instruction d'aller de l'avant et de tenter de doubler ça, ici donc 2020. Donc vraiment, on est dans le domaine des changements importants en matière donc, de technologie donc, de l'information. On a signalé donc qu'il faut le e-commerce, e-éducation, e-santé. Je pense que le centre ici est un centre vraiment important. Le président Félix Houphouët-Boigny avait tiré la sonnette d'alarme. Si la Côte d'Ivoire a raté sa révolution industrielle, elle ne doit pas rater sa révolution technologique. Dans un pays où 20 millions d'habitants possèdent un téléphone portable sur 23 millions, l'impact pour le PIB est notable, environ 1% pour un taux de pénétration de 10%. 16 décembre, c'est une date que vous avez retenue. Le pont Henri Konan Bédié a été inauguré. Ce matin, ils étaient nombreux à marcher sur ce pont, plus de 1000 marcheurs, y compris les membres du gouvernement qui invitent les Ivoiriens à faire de la marche un sport quotidien. Le reportage de Gabriel Zani. Plus de 1000 personnes ont accompagné les ministres Patrick Hachi, Afoussiata Bambalamine et Alain Lobognon dans une marche sportive sur le pont Henri Konan Bédié ce samedi matin. Un sport pour jauger la qualité, la solidité de l'ouvrage, chose qu'on ne peut apprécier dans un passage en voiture. Je ne savais pas qu'il était aussi long. Parce qu'en voiture, ça ne donne pas le même effet. Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
a demandé que tous les Ivoiriens et tous les Abidjanais en particulier s'approprient ce pont comme étant leur chose. Sentir le pont, aller d'un bout, revenir. Et je pense qu'on a été très heureux de voir effectivement que depuis hier, mais certainement aujourd'hui encore plus parce que c'est samedi, de nombreux Ivoiriens viendront pour marcher et découvrir de plus près ce pont. Traverser le pont d'un bout à l'autre et revenir sur ses pas, ce sont près de 4 km parcourus par nos marcheurs spéciaux. C'est donc aussi une invite au sport. Nous avons donc voulu donner le temps, découvrir ensemble ce pont-là, cette belle œuvre, mais surtout lancer officiellement le sport par la santé. Chaque week-end, les Ivoiriens doivent sortir massivement. Ça contribuera à réduire la facture de la santé. Nous sommes heureux ce matin d'avoir participé à cette marche qui est une marche, comme le ministre l'a dit, de santé. Et je pense que les Ivoiriens doivent le faire. Et nous avons donné l'exemple. Tous les samedis matins, il faut faire du sport. C'est bon pour la santé et c'est bon pour le corps. Des sportifs essoufflés ont bien apprécié la marche qui ouvre, pour ainsi dire, les passages piétons. Donc nous sommes venus aujourd'hui avec les membres du gouvernement pour faire le parcours du pont et pour nous rendre compte de la réalité, de la qualité de l'ouvrage. Dimanche 21 décembre, le pont sera ouvert à la circulation des véhicules, une circulation offerte gratuitement aux populations jusqu'au 1er janvier 2015. Voilà, donc demain, le pont sera ouvert aux véhicules. Notez, la Côte d'Ivoire vient de signer 4 accords de prêt d'une valeur de 453 milliards de francs CFA avec des partenaires financiers. La signature a eu lieu cette semaine avec la ministre chargée de l'économie et des finances, Mamadou Traoré et Abou Sanogo. Nialé Kaba a signé 4 accords de prêt accordés à la Côte d'Ivoire par les partenaires au développement. Le premier, accordé par la République populaire de Chine à travers la banque Eximbank à hauteur de 396 milliards de francs CFA. Ce prêt vise à lancer les travaux de modernisation du port autonome d'Abidjan par l'élargissement du canal de Vuidi et la construction du deuxième terminal à conteneurs. La deuxième convention de prêt est concédée par la Banque mondiale à notre pays à hauteur de 37 milliards de francs CFA. Ce financement porte sur le renforcement du système de santé et des mesures de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le troisième accord de prêt porte sur la réalisation de travaux d'adduction en eau potable dans la région de Lamé, précisément pour la ville d'Aboissou. Il sera réalisé grâce à un concours financier du Fonds cohésien pour le développement économique arabe. Montant du prêt, environ 12,5 milliards de francs CFA. Enfin, c'est la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, qui a accordé à la Côte d'Ivoire un prêt de 7 milliards de francs CFA, répartis comme suit. 4 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de l'axe Thiébissou-Didiévi, long de 42 km, et 3 milliards de francs CFA pour le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Tafiri et des localités environnantes. À toutes ces institutions financières, la ministre Nialé Kaba a dit merci pour leur soutien constant à la Côte d'Ivoire et a promis une utilisation optimale des ressources. Une autre signature, c'est une convention portant sur le permis d'exploitation d'or dans le département de Zouayen, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une signature entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société des mines d'Iti. Et cette signature devrait entraîner des investissements de l'ordre de plus de 50 milliards de francs CFA. Guiro Genguesson, Alvorassa. C'est un investissement de 51,3 milliards de francs CFA que s'apprête à réaliser sur la période 2015-2016 le groupe Mancha, actionnaire majoritaire de la Société des mines d'Iti. Son objectif, la construction d'une nouvelle usine pour accroître la production d'or actuelle de 2,4 tonnes à plus de 3,5 tonnes par an. La mine d'Iti, la plus vieille en exploitation à l'ouest de la Côte d'Ivoire, possède encore une réserve de l'ordre de 39 tonnes. La présente signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société des mines d'Iti vise à garantir une stabilité fiscale à l'opérateur par l'exonération d'un certain nombre d'impôts durant la durée de vie de l'exploitation. Vous savez que l'activité minière, ça se caractérise par des investissements qui sont lourds et donc des rentabilités qui sont longues à obtenir. Donc c'est très important pour un opérateur comme nous de disposer, enfin de pouvoir, je dirais, apprécier une stabilité dans les dispositions fiscales, par exemple, auxquelles nous sommes soumises. Et donc cette convention, elle vient bien donner cette stabilité.
En plus de s'assurer de nouvelles recettes, le gouvernement ivoirien veut par cette signature redynamiser son secteur minier et le rendre encore plus attractif. Notre pays reste sur le plan du développement minier au niveau de l'or très compétitif. Malgré la baisse récente des cours de l'or, cet investissement prouve que notre pays a encore beaucoup de potentiel qui peuvent se réaliser. Les activités donc restent compétitives, rentables. La construction de la nouvelle usine de la Société des mines d'Ity va générer 200 emplois directs supplémentaires. Il est également prévu la mise en place de 2 fonds, l'un consacré au développement communautaire dans la zone d'exploitation et l'autre destiné à la gestion des impacts environnementaux. L'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, vient de lancer son programme de formation complémentaire qualifiante. L'AGEP a tenu une rencontre avec les opérateurs de la formation pour mieux orienter les demandeurs d'emploi. Le reportage de Grace Kando. Le chômage des jeunes diplômés issus d'établissements d'enseignement supérieur se pose avec acuité en Côte d'Ivoire. Dans certains cas, les diplômes délivrés ne sont pas reconnus par les employeurs. Les raisons essentielles sont le manque d'expérience et l'inadéquation des compétences. Face à ces problèmes, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP a mis sur pied, dans le cadre du programme d'aide à l'embauche, des sessions de formation complémentaire qualifiantes depuis 1995. Cette année, sur 562 jeunes que nous avons accompagnés, nous sommes rendus compte que pratiquement 92% de ces jeunes ont pu trouver une insertion durable. Parlant de changement de compétences, on pense par exemple à des demandeurs d'emploi, des diplômés qui ont des diplômes en philosophie ou en lettres modernes, etc., mais qui, à travers les formations, changent complètement de compétences. On prend l'exemple d'un diplômé en criminologie qui peut devenir un gestionnaire des ressources humaines. Ces jeunes demandeurs d'emploi sont suivis par des cabinets de placement. Au début, ces personnes qui étaient en situation, on va dire, d'inactivité ont eu du mal à comprendre qu'il s'agissait non pas de formation diplômante, mais qu'il s'agissait de formation qualifiante. Donc ça a été un travail de longue haleine pour leur faire comprendre ça. Le travail de longue haleine a été apporté aussi auprès des entreprises pour faire comprendre aussi à ces entreprises qu'il fallait donner une chance à ces personnes qui n'avaient pas forcément l'expérience du métier. Donc il fallait leur donner cette première chance d'exercer. Nous avons assisté, suivi des stagiaires en formation concernant les assistantes de direction et bilingues également. Toutes les filles ont été placées, elles ont fait la formation correctement et le côté positif surtout, c'est que nous avons eu beaucoup de recrutements. Pour le lancement des formations complémentaires qualifiantes 2014-2015, il s'agit de mettre en évidence les différents champs de collaboration et les engagements à tenir dans le cadre de la conduite de l'opération. La Côte d'Ivoire vient d'abriter la 19e session du Conseil des droits de l'homme. C'est une initiative du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques en partenariat avec la division des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Guy Roger Nguessan et Patricia Oumouetia. Nette évolution de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, selon le rapport du second passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel le 29 avril dernier. Il y a également beaucoup à faire, d'où les recommandations faites à la Côte d'Ivoire par les États membres de l'Organisation des Nations Unies. Au nombre de 186, ces recommandations visent essentiellement la gouvernance et l'amélioration du cadre normatif par l'adoption de lois et la ratification de conventions. Ce présent atelier, organisé par le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, en collaboration avec l'ONUCI, vise à informer sur les résultats de cet examen périodique. Le second objectif de cette rencontre est la définition d'un meilleur cadre de mise en œuvre de ces recommandations. Quand vous réalisez les résultats, les observations et les conclusions du passage de l'examen périodique universel en Côte d'Ivoire, beaucoup d'États ont félicité la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'États se sont réjouis de l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Mais il reste beaucoup à faire parce que nous ne sommes pas dans une situation totalement parfaite, mais nous sommes en progrès constant en matière d'amélioration de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. 186 recommandations, dont 2 rejetées par la Côte d'Ivoire. Elles concernent la vulgarisation des orientations sexuelles et de visites inattendues des mandats spéciaux de l'ONU dans notre pays.
Les acteurs et professionnels de la presse en Côte d'Ivoire étaient en séminaire pour réfléchir sur la révision de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse. Objectif de ce séminaire, établir une nouvelle ligne droite et légale dans l'activité de la presse en Côte d'Ivoire. Explication avec Konaté Moussa. La loi numéro 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse régit l'activité de presse en Côte d'Ivoire. Mais 10 ans après son adoption, cette loi, aujourd'hui dépassée, a besoin d'être remodelée, surtout avec l'avènement des services de presse en ligne ces dernières années. Le problème créé à cette loi, c'est qu'elle ne parle pas du tout des journalistes qui travaillent dans la presse en ligne. Elle ne parle pas non plus des entreprises de la presse en ligne, ça n'existe pas. Cette loi-là donne des non-pouvoirs aux directeurs de publication, quelquefois même des pouvoirs du propriétaire légal de l'entreprise. Il y a souvent des confusions. En séminaire à Grand Bassam, à l'initiative du ministère de la Communication, les professionnels de la presse se penchent sur la question. Il s'agit de mener des réflexions et faire des propositions. Cette loi, disons-le tout net, aura permis des avancées notables avec la suppression de la peine privative de liberté en matière de délit de presse. Cependant, avec les bouleversements intervenus dans l'histoire de notre pays au cours de la dernière décennie, celle-ci s'est avérée de plus en plus inadaptée, surtout aux nouvelles perspectives de développement qui s'ouvrent à la Côte d'Ivoire. Chers amis de la presse, c'est dire que les résultats de vos réflexions sont très attendus. C'est à l'issue des états généraux de la presse tenus en août 2012 que la révision de cette loi a été souhaitée par les acteurs. Ce séminaire permettra donc d'élaborer un avant-projet de loi consensuelle qui sera mis à la disposition du ministère de la Communication. L'ex-mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, MESI, signe son retour, mais sous une autre dénomination, c'est-à-dire MESI Maison Mère. Cet ancien syndicat estudiantin et scolaire qui compte en son sein les ministres d'État Ahmed Bakayoko, Mabry Touakeus et le ministre Kobena Adjoumani entend mettre son expérience au service d'une Côte d'Ivoire unie. Voyons le lancement des activités avec nos reporters Guillaume Zéré et Léon Pro. Mettre au service de la Côte d'Ivoire l'expérience acquise au sein de l'ex-mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire en abrégé MESI, tel est le leitmotiv qui a guidé la mobilisation ce 15 décembre de ces anciens syndicalistes du système éducatif ivoirien. Cadres et hauts cadres d'aujourd'hui, ces anciens réunis au sein de MESI Maison Mère partagent encore la même foi, celle que le salut de la Côte d'Ivoire procède de l'union de ses fils. Nous appelons tous les MESI au rassemblement autour du Fobagny, autour de l'œuvre du Fobagny, mais nous appelons tous les MESI au rassemblement autour du docteur Alassane Ouattara. Nous appelons tous les MESI de Côte d'Ivoire au rassemblement autour du président Aimé Henri Konan Bédié. Nous appelons tous les MESI de Côte d'Ivoire au rassemblement autour de la paix de Daougro. Membre actif hier pour soutenir les grandes actions de feu le président Félix Houphouët-Boigny, les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Mabry Touakeus et le ministre Kobena Adjoumani entendent faire de MESI Maison Mère, auquel ils appartiennent désormais, un réseau d'influence au service d'une Côte d'Ivoire paisible et disciplinée. Le MESI Maison Mère répondra coup pour coup, pacifiquement, à tous les irréductibles, à tous les inflexibles qui rêvent de changer l'équipe gagnante du docteur Alassane Ouattara. MESI Maison Mère invite ses ex-militants et sympathisants à le rejoindre sur les réseaux sociaux pour une synergie d'action. À cette cérémonie de lancement, on prit part, entre autres, Paul Akoto-Yao, ancien ministre de l'Éducation nationale, et Léni Sondi Koulibaly qui représentait le président Henri Konan Bédié du PDCI RDA. Le RDR Aboundi Ali vient d'effectuer sa rentrée politique. C'était en présence de plusieurs cadres du parti, dont le ministre Brunet Navagné-Koné. On fait le point avec Christ Diomandé et Abou Sanogo. La réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Tel est l'enjeu principal de la rentrée politique du Rassemblement des Républicains dans la région de Boundiali. Bruno Nabagno-Koné, cadre du RDR et fils de la région, a donc été choisi par ses pairs pour parrainer cette cérémonie qui vise également à remobiliser les militants de base. À cette occasion, les différents représentants de structures spécialisées et des structures de base du parti ont salué les actions de développement du président Alassane Ouattara.
Le parrain, après avoir rendu un hommage mérité aux militants, a lancé un appel à l'union et à la cohésion. Cet appel, c'est celui qui consiste à recréer l'harmonie, à recréer l'union, la cohésion au sein de notre parti. Il leur a par ailleurs demandé de se mobiliser autour de la candidature du président Alassane Ouattara en 2015. Continuez à lui apporter votre support, tout simplement parce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas d'autres personnes en Côte d'Ivoire qui soient aujourd'hui en mesure de faire mieux que ce que fait le président Alassane Ouattara. Les prochaines échéances, les prochains défis dépendent de la force que nous aurons en face des autres. Cette cérémonie a enregistré le soutien du ministre Zakba Komena et de Zemogo Fofana, fils de Boundiali, ainsi que des partis alliés du RHDP. Le Centre de consultation et de traitement d'ontostomatologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny organise en ce moment une journée porte ouverte. Objectif, informer les populations. Et sachez que des consultations gratuites et des expositions sont au menu, comme nous l'explique Eric Oguri. Des consultations gratuites, une conférence et des expositions, suivies de la visite des stands. Ce sont les grandes articulations qui ont marqué cette journée porte ouverte du CCTOS, Centre de consultation et de traitement d'odontostomatologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Un événement qui a eu l'adhésion du grand public et des visiteurs issus du système de santé ivoirien. En tant que responsable du CHU, il était bon que je sois là pour accompagner cette activité et indiquer que finalement le plus important c'est que cette journée porte ouverte soit une journée où tout le potentiel soit déployé de sorte que les populations puissent, comme il a dit, s'approprier ce centre-là. On a fait un tour donc dans les salles qui sont très équipées, mais il reste encore des fauteuils dentaires. Coup d'essai, coup de maître, selon l'initiatrice. Nous sommes vraiment satisfaits par l'affluence des personnes qui arrivent au niveau du centre et surtout par la présence de nos différents partenaires qui montrent vraiment tout l'intérêt qu'ils ont par rapport à la santé bucco-dentaire et qui montrent également qu'ils veulent vraiment nous accompagner dans tout ce travail, dans toute cette mission qui nous est confiée. Cette journée porte ouverte célébrait le premier anniversaire du CCTOS, le Centre de consultation et de traitement d'odontostomatologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, place à présent la page culture de cette édition. Commençons avec Afrique Esthétique 2014, le salon de la beauté et de l'esthétique qui vient de se tenir à Abidjan. Pendant 3 jours, professionnels des métiers de l'esthétique ont démontré leur savoir-faire. Le salon s'est achevé par un défilé de mode. Explication avec Serge Coléa. La première édition du Salon Afrique Esthétique a été une véritable tribune d'expression du beau revêtue de tous ses attraits. Design, accessoires, parures et autres traits de l'esthétisme ont été valorisés par des professionnels de la cosmétique et de la beauté venus d'Afrique. Valérie Koulibaly, initiatrice de ce salon international, ne pouvait pas rêver mieux. Je remercie tous les exposants qui ont cru en nous, particulièrement ceux qui sont venus du Bénin, du Burkina, du Niger, de la France. Grâce à leur présence, ont rehaussé la crédibilité de ce salon. L'objectif d'Afrique Esthétique, a-t-elle indiqué, est d'offrir un accès direct aux produits de qualité liés à la beauté des consommateurs. Il s'agit aussi de combattre les produits contrefaits déversés sur le marché qui mettent en danger la santé des utilisateurs et utilisatrices. Les différents partenaires et soutiens de cette manifestation ont apporté leur soutien autour du thème de la professionnalisation des métiers de la cosmétique et de l'esthétique. Les participants ont déroulé plusieurs tableaux de beauté. Notre invitée de la page culture de ce samedi est une écrivaine et conteuse ivoirienne. Son nom, Yvonne Tillet, appelée encore la Tillette. Elle vient de publier, je le dis, un recueil de contes intitulé « Contes et légendes d'An » dont Nogbe, le gourmand. Ce recueil plonge le lecteur dans la tradition d'An. Yvonne Tillet,
est professeure d'espagnol dans l'enseignement secondaire et elle révèle à travers cet ouvrage sa passion pour les contes qu'elle tient à promouvoir. Bonsoir, Yvonne Tillet. Bonsoir, madame. Alors, merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je remercie la première de me faire cet honneur. Vous êtes professeure d'espagnol. Oui. Et vous êtes aussi conteuse. Oui. Comment vous expliquez cette passion? Comment expliquer cette passion pour les contes? La passion des contes m'est venue par ma maman. C'est comme un héritage. Parce que pendant mon enfance, quand elle m'envoyait faire un travail, elle me disait, va faire le travail et après je vais te dire un conte de soir. Donc, moi... Elle vous promettait de vous raconter une histoire. Une histoire de soir. Donc, ça me faisait plaisir. Je courais, j'allais piler du riz ou bien aller prendre de l'eau. Et chaque jour, c'était maintenant des contes à n'en plus finir. Et des histoires, donc. Et des histoires. Que vous avez retenues. J'ai retenu. J'ai vraiment emmagasiné pas mal de contes de ma mère. D'accord. Et nous allons regarder parce que vous avez publié justement un recueil de contes. Nous allons voir le résumé avec nos reporters. Il était une fois en pays d'un, un homme appelé Don Nongbu. Il était gourmand, toujours pressé de manger. Souvent même, il ne se lavait pas les mains avant de manger. Tel est le descriptif du personnage qui donne son nom au recueil de contes et légendes d'Yvonne Tillet intitulé Don Nongbu le gourmand. Yvonne Tillet ou la Tillette plonge le lecteur dans la tradition d'un par 12 histoires. 12 contes aussi instructifs les uns que les autres, avec des histoires comme les filles du bois et de la pluie, à la richesse des pistaches, la sorcière prise au piège. Au travers de son personnage égoïste, méchant mais surtout gourmand, Don Nongbu, l'auteur fait ressortir des moralités telles que il ne faut jamais nuire à autrui. En voulant tromper les autres, on se fait prendre souvent à son propre piège. Il faut éviter la gourmandise. Des valeurs comme la gentillesse, le respect, l'humilité, l'entraide et l'altruisme sont également véhiculés dans l'ouvrage. Don Nongbu le gourmand, c'est aussi l'explication de l'origine de certaines traditions ou habitudes observées chez le peuple d'un et même chez d'autres peuples voisins. En 72 pages, Yvonne Tillet fait passer le lecteur de la vie citadine au clair de lune et au feu de bois de l'aube du village. Et justement, ce sont les symboliques, non, Yvonne Tillet? Oui. Le conte, voilà, on le compte autour du feu. Oui. Par le passé, c'était autour du feu ou bien au clair de lune. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce temps-là. La vie évolue, donc ce n'est pas dans une villa feutrée à Cocody ou bien à la Riviera que l'on ira allumer le feu d'abord. Donc j'ai écrit le conte pour que chaque enfant puisse lire lui-même, s'auto-éduquer à la maison. Aujourd'hui aussi, il faut ajouter que les parents n'ont pas le temps. Le monsieur va au travail, la femme va au travail. Donc, pour l'éducation, quand l'élève va, l'enfant, l'élève, je dis élève parce que je suis enseignante. Donc, quand l'enfant va prendre le livre, il va lire les histoires fantastiques et merveilleuses, tout en faisant part entre le bien et le mal. D'accord. Voilà. Et nous allons voir justement un conte à la page 21. Vous êtes une conteuse, vous allez nous le démontrer. Don et le caillou barbu. Comment il se retrouve presque partout, ce personnage? Oui, bien sûr. Don et le caillou barbu. Il était une fois un homme appelé Don Nongbu. Il était gourmand, stupide et méchant. Un jour, il partit se promener en brousse au milieu de la forêt. Il vit un gros caillou barbu suspendu. Don, surpris, s'exclama tout haut. C'est le monde en envers. Qu'est-ce que je vois? Un caillou barbu? À peine finit-il de prononcer ces mots que le caillou s'abattit sur sa tête. Moi, je vais vous arrêter là. Oui. La leçon à retenir parce qu'on faut demander, je vais dire, encourager les lecteurs, voilà, lire la suite. Donc, la leçon à retenir. La leçon ici, c'est la curiosité, la moquerie qui ne sont pas bonnes et puis surtout le fait que Don Nongbu aime piéger ses camarades. Il aime... il n'aide pas, mais comme il est méchant, il aime tendre les pièges à ses camarades. Et lui-même, il est tombé dans son piège à la fin. Parce que le lièvre ne sait pas laisser faire. Donc, il ne faut pas être méchant. Alors, donc, c'est l'autre symbolique également du conte. Oui. Ce sont les leçons. Ce sont les leçons. Des leçons instructives. Oui, bien sûr. Surtout pour les jeunes, à la recherche des pistaches, où on voit deux enfants, deux demi-sœurs, aller à l'aventure, aller chercher le prix de leur pistache avec le vent. Le vent, dans les contes, c'est un personnage, c'est une personne. Donc,
celle qui a été vraiment gentille, polie, tout ça, a pu avoir un bon résultat. Alors que celle qui était arrogante et suffisante a eu des problèmes. Elle a abouti à un échec. Donc le conte instruit. Voilà, il y a aussi que dans chaque conte, j'ai remarqué, dans chaque histoire que vous racontez, il y a également des chants. Oui, bien sûr. Quelle est cette place? Quelle est la place du chant dans le conte? Oui, les chants, en pays d'un, pour faire le conte, on commence par les chants. C'est pour aussi, au milieu, on chante encore. C'est pour vraiment amener ceux qui sont en train de dormir, de s'éveiller. Et si c'est le livre, si tu es en train de lire, que tu es las, que tu vois la chanson, ça t'éveille. Ça t'éveille encore. Et ça t'encourage. Ça t'encourage à suivre le reste. Yvonne Tillet, vous êtes enseignante. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, avec le temps, est-ce que vous pensez que le conte a encore son importance? Le conte a encore sa place? Oui, je pense que le conte a encore sa place parce que même dans les sociétés civilisées, comme on le dit, les sociétés modernes, en Europe, le conte continue de jouer un rôle important. Aujourd'hui, quand vous regardez dans nos villages, ils sont combien? Ces grands-pères, ces grands-mères, vous avez dit, voilà. Vous avez votre grand-mère qui vous contait des histoires. Aujourd'hui, on n'en trouve plus dans nos villages. Voilà. C'est parce qu'on n'en trouve plus que nous essayons. C'est un devoir pour nous, en tout cas, d'écrire les contes parce que c'est pour éduquer, c'est pour laisser aux générations futures. Si nous ne faisons rien, eh bien, toutes ces traditions vont disparaître. Et Amadou Ambateba a bien dit que si un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui est en train de brûler. Donc, nous voulons sauver la tradition, nous voulons sauver nos valeurs en écrivant. Dernière question, le conte, ce sont des histoires irréelles. Oui. Est-ce que... Bon, oui, les ça ne promet pas le mensonge, c'est tout juste en riant en passant. Bon, c'est de l'imagination surtout et c'est bien aussi parce que ça permet à l'enfant qui lit de s'épanouir, à une grande personne qui lit de décompresser. C'est bien. Et à la fin, il y a les leçons et souvent ce sont des histoires vraiment qui ressemblent à ce qui se passe dans la société. Merci beaucoup Yvonne Tillet. Je pense qu'avec vous, on a vu un peu l'importance, on a vu du moins l'importance du conte. Surtout que ce sont des leçons qui sont laissées à nos jeunes générations. Et vous, aujourd'hui, vous êtes professeur d'espagnol, mais votre grand-mère a semé en vous une bonne graine et qui fait de vous aujourd'hui une conteuse ivoirienne. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, madame. Voilà, avant de nous séparer, notez que le pont Henri Konan Bédié, inauguré le mardi 16 décembre dernier, sera ouvert demain aux véhicules. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Ricardo Somon et Sophie Brou. Il a été supervisé par Jean-Jacques Kwame. Merci à vous tous de votre aimable attention.